Depuis presque 40 ans, la hype de Dragon Ball est toujours là. Oui, ça a un petit peu vieilli visuellement, c'est un peu old school et certaines blagues ne passeraient plus aujourd'hui. Mais voilà, certaines scènes me mettent encore une claque. Récemment, j'ai relu tout Dragon Ball en 3 jours, oui j'ai un peu de temps libre, et ça m'a donné envie de vous parler des moments les plus légendaires du manga. Alors, préparez-vous au grand frisson, la mort de Sangoku. À la fin de Dragon Ball normal, Piccolo est vaincu, la Terre est sauvée et Goku épouse Chi-Chi. Tout est bien qui finit bien. Mais pour Toriyama, ce n'était pas suffisant. Il a décidé de passer au niveau supérieur avec Dragon Ball Z. Z pour dire le dernier, la fin. Bon bah là c'est loupé. On retrouve Sangoku des années plus tard, il est devenu adulte et il présente à ses amis son fils, Sangohan. La félicité sera de courte durée car un personnage énigmatique débarque, il se dit frère de Sangoku, qu'il appelle d'ailleurs Kakarot et cherche à détruire la Terre. Son nom c'est Raditz, un guerrier Saiyan. Sangoku et Piccolo l'affrontent ensemble, mais ce n'est que le début de la nouvelle saga, donc même à deux ils ne font pas le poids. Les coups volent, Raditz surpasse ses adversaires sans aucune difficulté, alors que Goku peine à résister à ses assauts, lui rase des montagnes du bout de ses doigts. Piccolo n'est pas assez rapide, le combat s'éternise et il perd son bras droit. Mais alors que tout semble perdu, le scooter de Raditz s'affole. À seulement 4 ans, la puissance de Gohan vient de passer de 1 à 1300. Il s'élance et fracture l'armure du Saiyan. Raditz est exposé, il s'apprête à achever Sangohan, mais Goku le prend par surprise. Il le tient de toutes ses forces et ordonne à Piccolo de les tuer tous les deux. Pour la Terre, pour son fils, il est prêt à se sacrifier. Piccolo rassemble toute son énergie dans le Makan Kosapo, son attaque ultime. Puissance 1480. Raditz sait qu'avec le trou dans son armure, il n'y survivra pas. Il hurle, se débat, mais Goku tient bon. L'attaque de Piccolo le traverse et frappe les deux Saiyans de plein fouet. Ils tombent sur le sol, deux frères l'un à côté de l'autre, Raditz est vaincu, mais à quel prix? En 1989, à la sortie de l'épisode au Japon, même si les spectateurs sont en larmes, ils ne sont pas vraiment surpris. Après tout, l'épisode s'appelle Goku meurt, cette fois c'est la dernière chance. Bon, par contre chez nous en France, c'est juste la rage de Gohan qui laisse la surprise jusqu'au bout. Voir mourir le héros qu'on a suivi dans Dragon Ball pendant des années, qu'on a vu grandir et devenir adulte, bah ça fait mal. Mais je ne vais surprendre personne, Goku va revenir. Après la mort de Raditz, les gentils savent qu'ils ne sont pas encore sortis d'affaire et que d'autres Saiyans, Nappa et Vegeta, vont bientôt arriver pour terminer le travail. Par respect pour son ancien ennemi, Piccolo va entraîner Sangohan pendant que les autres vont à nouveau récupérer les 7 Dragon Ball pour ressusciter Sangoku, qui, lui, s'entraîne dans l'au-delà. Mais malheureusement, Vegeta arrive trop tôt. Et c'est la merde, Yamcha meurt et Piccolo se sacrifie pour sauver Sangohan. Tout semble perdu, mais au dernier moment, une ombre surgit. C'est lui, c'est Sangoku. Il n'est plus le même homme, maintenant il maîtrise le Kaioken, une technique qui augmente ses capacités physiques, et le Genki-Dama qui lui permet de rassembler toute l'énergie autour de lui en un seul point. En voyant ses amis blessés, voire même morts, il se laisse envahir par la colère. Son aura seule suffit à faire voler les pierres autour de lui. Sa puissance pique désormais à plus de 8000 unités. Ok, c'est pas mal, mais Vegeta, lui, est à 18 000. Goku a bien du mal à le combattre. Le prince Saiyan soulève des montagnes et noie son adversaire sous une pluie d'énergie. Et finalement, après un combat acharné, Vegeta est vaincu. Son honneur bafoué, il s'enfuit sur sa planète en jurant de se venger. Ça marque la fin de la première saga de Dragon Ball Z. C'est elle qui a prouvé au monde que Toriyama était passé à un autre niveau. Elle a posé les bases de tout le shonen moderne. Voir tous nos personnages préférés mourir ou passer pas loin du trépas, c'est un message fort. À partir de maintenant, Dragon Ball, c'est du sérieux. Et tant qu'on parle de personnages iconiques, laissez-moi vous parler de notre sponsor, Saint Seiya, la légende de la justice sur iOS et Android. Le premier jeu Saint Seiya au format vertical auquel vous pouvez jouer à une seule main. Si vous êtes fan de la série, ce jeu va forcément vous plaire. Il commence à la quête du sanctuaire, meilleur arc de la série pour beaucoup de fans. Vous pouvez jouer avec Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki. Attaquez vos ennemis avec l'envol du phénix ou les cultissimes météores de Pégase. Le but du jeu est bien entendu de monter les marches et de battre les 12 chevaliers d'or, tous plus mythiques les uns que les autres. Le jeu a une portée stratégique sympa et des synergies entre les personnages qui ne sont pas à négliger. Envoyer des héros ultra rares juste parce qu'ils sont puissants ne sera pas forcément plus efficace qu'une équipe de héros optimisée pour jouer ensemble, et ça c'est cool. Et si ça peut vous rassurer, Misami Kurumada lui-même a supervisé le développement du jeu pour que son univers soit parfaitement respecté. Bah oui, quand t'es le papa de Saint Seiya, tu fais attention. Les voix originales de l'anime sont revenues pour doubler entièrement les personnages afin de maximiser votre immersion. Le jeu est simple à prendre en main de par son format vertical et il offre pas mal de récompenses. Il est très agréable et nous donne à boire et à manger. À la première connexion, vous pourrez obtenir en bonus un puissant chevalier d'or comme Mou du Bélier, Ayolia du Lion ou Camus du Verseau. Le jeu est en bêta ouverte depuis un peu plus d'un mois et est très populaire depuis. Il est dispo gratuitement sur iOS et Android et on vous a mis le lien dans la description pour enflammer votre cosmos. Le premier Super Saiyan.
Après le départ de Vegeta, tout va pas super bien. Certes, la Terre est sauvée, mais plein de gens sont morts et on n'a plus les boules de cristal pour les ramener à la vie, car Piccolo et le Tout-Puissant sont morts également. Heureusement, des Dragon Ball, il y en a aussi sur Namek, la planète d'où sont originaires le Tout-Puissant et Piccolo. Krillin, Bulma et Gohan décident de partir là-bas en vaisseau spatial pour les retrouver et ressusciter leurs amis. Mais ce ne sont pas les seuls à être intéressés par les boules de cristal de Namek. Loin dans l'espace, un tyran galactique les convoite lui aussi dans le but de devenir immortel. Celui-là, vous le connaissez, il s'agit de Freezer. Heureusement, Goku arrive rapidement pour péter des gueules. Il va affronter Freezer, ses lieutenants, et même s'allier avec Vegeta qui cherche aussi les Dragon Ball. Finalement, les gentils arrivent à invoquer le dragon de Namek et ramènent Piccolo et tout le monde à la vie. Les boules de cristal disparaissent, réduisant à néant les plans de Freezer. Fou de rage, ce dernier révèle que c'est lui qui a tué tous les Saiyans et menace de faire la même chose avec Namek. Piccolo l'affronte et tient la route jusqu'à ce que Freezer passe à sa forme parfaite. Et là, même Vegeta ne fait pas le poids. Freezer le tue d'un rayon laser en plein cœur, plus rien ne peut l'arrêter. Sauf Sangoku. Enragé par la mort de Vegeta, il s'élance sur son ennemi. Plus rapide, il évite ses attaques, mais même avec un Kaioken puissance 20 et un Kamehameha, Freezer reste debout. Goku n'a pas le choix, c'est le dernier Saiyan, le seul qui puisse venger son peuple et arrêter Freezer. Il rassemble toute son énergie dans un gigantesque Genki-Dama. Les héros, habitants de Namek, de la Terre et des autres planètes, unissent leurs forces dans une attaque titanesque qui plie les océans. Freezer ne peut pas l'éviter et il est emporté avec elle. Tout le monde pense que c'est enfin terminé, mais Freezer sort de l'eau. Blessé mais en vie, il passera sa colère en faisant exploser Krillin sous les yeux de Sangoku. En voyant son ami de toujours mourir, Goku est comme pétrifié. Une décharge lui traverse le corps, ses veines se crispent et ses cheveux noirs se dressent dans des spasmes lumineux. Un halo d'énergie l'entoure, ses yeux passent du vert au bleu et ses cheveux deviennent dorés. Il ordonne à Gohan de s'enfuir et de quitter la planète car il connaît sa nouvelle puissance. Il est devenu le tout premier Super Saiyan, l'incarnation de son peuple, le Super Saiyan légendaire. Et maintenant, c'est lui le patron. Il brise le poignet et le dos de Freezer comme si de rien n'était. Mais son adversaire n'a pas encore dit son dernier mot. Puisque ses attaques n'ont pas d'effet sur Sangoku, il tire un rayon d'énergie vers le cœur de la planète qui commence alors à s'effondrer sur elle-même. Dans 5 minutes, elle explosera. Ça, on connaît, c'est le gag des 5 minutes les plus longues de la télévision. 9 épisodes, plus de 3h30 d'animation, s'il y a bien un moment culte dans Dragon Ball, c'est bien celui-là. Dans le ciel, le combat s'éternise, pendant qu'au sol, les gentils tentent désespérément de s'enfuir. Ils finissent par utiliser une dernière fois les Dragon Ball pour téléporter tout le monde sur Terre, laissant Goku et Freezer terminer leur combat sur une planète en fusion. Freezer se transforme une dernière fois, ça lui permet de prendre l'avantage, mais pas pour bien longtemps. Goku est à un tout autre niveau. Il évite ses attaques et parvient finalement à le mettre au sol. Submergé, Freezer se prend sa propre attaque et finit coupé en morceaux, laissé pour mort sur la planète qu'il a détruite. Il n'y a aucun doute, c'était un des meilleurs combats de toute la série. Ce qui est incroyable, c'est qu'en manga, il tient en fait juste sur une trentaine de pages. C'est l'animé qui, pour éviter de rattraper le manga, a décidé de vraiment ralentir le rythme. On ralentit les voix, on rajoute des flashbacks, on coupe sur des personnages secondaires. Heureusement, sur la version papier, le manga en lui-même est exceptionnel, et le Super Saiyan est devenu si iconique qu'il a marqué toutes les générations. Parce que sans ça, cette scène aurait été un désastre. Sangoku passe le permis. Bon, jusqu'à présent, on a parlé de grosses bastons, de muscles et de testostérone, mais Dragon Ball, ce n'est pas que ça, et oui. Après la fin de la bataille sur Namek, sur Terre, tout va bien. Ok, quelques épisodes plus tard, tout n'ira pas bien et des cyborgs du futur vont arriver à attaquer tout le monde, mais pour l'instant, on se calme, tout va bien. Cette période d'accalmie est un petit peu bizarre dans un animé d'ordinaire ultra nerveux. Pourtant, on a là un épisode que beaucoup de gens aiment bien. Lorsque Chichi rentre des courses après s'être fait poursuivre par un sanglier, elle voit Sangoku qui n'en branle toujours pas une. Elle lui hurle dessus et lui ordonne d'aller prendre des cours de conduite pour pouvoir l'aider dans les courses et les tâches ménagères. Et c'est donc comme ça que Goku décide de passer le permis. Et oui, même le plus grand guerrier de la planète est faible face à sa compagne. Il embarque alors Piccolo avec lui et part prendre des cours de conduite. Piccolo se trouve avec un petit vieux comme instructeur, tandis que son ancien ennemi doit survivre avec une jeune femme qui roule à 200 à l'heure. Bon, ça je vous cache pas, ça passerait moins bien aujourd'hui. Ils apprennent à conduire, font la course, se crachent, puis finalement arrivent à l'examen. Sangoku doit rouler sur une route de montagne terriblement difficile. Il pleut, le sol est mauvais, et tout d'un coup, un bus scolaire dérape et tombe de la falaise. Piccolo et Goku n'hésitent pas une seule seconde, ils sautent hors de la voiture et volent au secours des écoliers. Tout est bien qui finit bien, cependant les instructeurs leur annoncent que, au vu de leurs aptitudes, ils n'ont absolument pas besoin du permis. C'est vrai que quand tu fais Paris-Namek en 20 minutes, une voiture c'est pas bien utile. Chacun rentre donc chez soi, et quand Chichi apprend ça, elle s'énerve et finit par tomber dans les pommes. Au final, il n'y a pas grand chose de bien mémorable, c'est juste un pauvre filler qui est là pour occuper l'animé. Et pourtant, beaucoup de gens n'ont jamais pu le retirer de leur esprit. Au point où c'est même l'un des fillers les plus connus sur internet, il y a même des gens qui ont fait des jeux vidéo là-dessus. Personne n'est vraiment sûr de savoir pourquoi, mais il y a quelque chose de spécial avec cet épisode. Personnellement, je trouve que ça montre que les personnages de Dragon Ball ont une vie. Ce ne sont pas juste des machines à baston, ce sont eux
aussi des hommes qui ont des problèmes du quotidien, comme nous. Ils s'investissent dans leur vie personnelle et pour aider leur famille, et du coup quand on les voit se battre pour sauver l'univers un peu plus tard, on ne peut que s'attacher davantage à eux. Le fils dépasse le père. Bon, il est temps qu'on parle d'une des scènes les plus iconiques de Dragon Ball, le moment préféré de presque tous les fans du manga. Après la fin de la saga de Trunks, le futur est sauvé et tout le monde pense que les fissures du continuum espace-temps sont réglées. Mais non. Arrivé du futur pour casser les pieds de tout le monde, Cell est une créature parfaite, un être créé par un génie du mal qui possède l'ADN et les attaques de tous ceux qui se sont battus contre des cyborgs. Ça veut dire Piccolo, Vegeta, Gohan et Goku. Affronter Cell, c'est affronter une version améliorée de soi-même. Tout le monde affronte Cell, mais il est simplement trop fort. Face à Sangoku, il utilisera les attaques de Tenshinhan et de Piccolo. Il copie même le Kamehameha. Goku parvient à décapiter Cell et à lui trancher les bras. Contre Freezer, ça aurait été suffisant, mais là, on parle de l'être parfait. Il peut se régénérer sans aucun problème. Notre héros est dépassé. Maintenant, le seul qui a le potentiel suffisant de vaincre Cell, c'est son fils Sangohan. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à rassembler la colère nécessaire pour déployer tous ses pouvoirs. Cell se met alors à le torturer. Il paralyse C16, un de ses mentors, et lui envoie des clones de lui-même pour attaquer ses amis. Ça devient un moment très spécial. Ici, les méchants et les gentils veulent la même chose, que Sangohan se déchaîne. L'un pour voir toute l'étendue de sa puissance, et les autres pour débarrasser la Terre du plus puissant des parasites. Mais rien n'y fait, le fils de Sangoku n'y arrive pas. C16 finit par perdre, sa tête tombe en jetant un dernier regard à Sangohan. Finalement, c'est Cell qui servira de déclic final. Un sourire malsain sur ses lèvres, d'un coup sec, il écrase la tête de C16. Et là vint une des musiques les plus épiques de la série. Les paroles disent littéralement « Je ne peux pas perdre, le destin repose sur moi, je dois le faire, c'est ma vie qui rapportera la lumière de l'aube. » Et là, sommairement, Sangohan explose. Sa rage se déchaîne enfin, une déflagration d'énergie l'entoure. Il débloque le Super Saiyan 2. À ce moment-là dans le manga, il n'y a rien de plus puissant. Il n'est plus le même, il avance sans un mot vers Cell qui panique et le traite de monstre. Il lui envoie un Kamehameha, Gohan le bloque et lui en renvoie un encore plus puissant. Cell est acculé, il ne peut plus rien faire tandis que Sangohan, brûlant d'une colère noire, règne en maître au-dessus de lui. Porté par l'énergie du désespoir, Cell se met à gonfler en disant qu'il va se faire exploser et emporter toute la Terre avec lui. Consumé par la haine, Gohan se résigne à accepter la mort, mais au dernier moment, Goku se jette entre l'extraterrestre et son fils. Il est prêt, il l'a déjà fait, à nouveau, il se sacrifie pour sauver ce qu'il aime. Avec un petit sourire aux lèvres, il jette un dernier regard à Sangohan, lui dit qu'il est fier de lui, avant de disparaître avec l'être parfait. Cette mort-là était censée être la dernière de Sangoku. Il a passé le flambeau à son fils, qu'il a dépassé en tout point. Mais finalement, poussé par les éditeurs, Goku finira par revenir. Mais à partir de ce moment-là, le héros, ce n'est plus lui, mais Sangohan. Mais peu après, Cell finira par revenir. Il a survécu, encore, et plus personne n'est en état de l'affronter. Gohan est le dernier rempart de la Terre. Il rassemble ses dernières forces pour envoyer un ultime Kamehameha surpuissant qui arrive enfin à bout de son adversaire. C'est le fameux Kamehameha père-fils. Le Kamehameha qui est l'héritage de Sangoku à Sangohan. Car maintenant, s'il est aussi fort, ce n'est pas grâce à sa haine et sa colère, c'est parce que lui aussi doit protéger les êtres qui lui sont chers, comme le faisait son père avant lui. Le personnage le plus fort de Dragon Ball Z. Après la mort de Cell, c'était dur de trouver de nouvelles manières de faire monter les personnages en puissance. Le Kaioken, le Super Saiyan 2, bref, on avait un petit peu fait le tour. Un des derniers concepts à explorer était donc la fusion. 7 ans après la mort de Sangoku, tout le monde se retrouve pour participer à un grand tournoi d'arts martiaux, le fameux Tenkaichi Budokai. Vegeta, Gohan, Trunks, Goten, même Sangoku revient. Il a reçu une bénédiction divine et il peut passer la journée sur Terre avec sa famille pour participer au tournoi. Mais cette fois, le problème, c'est qu'un démon millénaire est sur le point d'être réveillé par un sorcier maléfique. C'est l'avènement de Boo. Ce qui est sûr, c'est que comparé aux autres méchants, il est moins menaçant, pas de rayons d'énergie ou d'écrasage de tête, il transforme ses ennemis en chocolat ou en biscuits. Il rappelle beaucoup plus les méchants qu'on trouvait dans Dr. Slump ou dans le premier Dragon Ball. La différence, c'est que là, il est vraiment dangereux. Là où ça coince, c'est que, en plus de Boo, Vegeta a lui aussi des comptes à régler avec Sangoku. Il est frustré de voir que même après 7 ans, il ne l'a toujours pas dépassé. Il est obsédé par l'idée de le battre et va même jusqu'à se laisser corrompre pour devenir Majin Vegeta. Et là commence un affrontement entre Sangoku et Vegeta, mais ce dernier finira par entendre raison. Il concentrera à nouveau ses attaques sur Boo, mais ça ne suffira pas. Vegeta n'a plus le choix. S'il veut protéger sa femme et son fils, il doit se sacrifier. Il se fait alors exploser en emportant Boo avec lui.
Bon, heureusement que dans Dragon Ball, la mort ne veut un peu rien dire, parce que là, Vegeta, il s'est fait exploser pour rien. Boo est toujours là, et il commence à détruire la Terre en transformant tout le monde en bonbons. C'est absurde, mais c'est ce décalage qui le rend terrifiant. Goku doit l'affronter en débloquant le Super Saiyan 3, puis Goten et Trunks fusionnent pour le combattre à leur tour, mais ça ne suffit toujours pas. Pire, à cause de l'énergie que Sangoku a dépensée, il ne lui reste plus que 30 minutes sur Terre. Au dernier moment, Vegeta est ramené à la vie sur Terre, et va assister Sangoku. D'ennemis à rivaux, ils sont maintenant les deux seuls à pouvoir arrêter Boo. Cependant, chacun de leur côté, ils ne font pas le poids. Pour le vaincre, ils doivent fusionner. Et c'est là qu'apparaît le personnage le plus puissant de Dragon Ball Z. Végétaux. C'est ce qu'il fallait pour enfin venir à bout du plus grand démon de l'univers. Les esprits des deux rivaux s'alignent et arrivent enfin à percer à travers toutes les formes pour arriver jusqu'au bout originel. On a rarement vu un combat aussi jouissif. Le contraste entre les personnalités de Sangoku et Vegeta rend le tout très drôle, et la déferlante de puissance à l'écran nous a fait rêver pendant des décennies. Même à 100%, Boo ne fait pas le poids. Végétaux résiste à l'absorption et peut créer des épées d'énergie pure. Il pénètre dans le démon et sauve ses amis. Après un grand Genki Dama final, Goku arrive enfin à venir à bout de Boo, et tout rentre dans l'ordre. Une conclusion épique qui marquera le point final de la toute dernière saga de Dragon Ball Z. Le deuil de Vegeta. Boo était censé être le dernier méchant de Dragon Ball. Ça faisait déjà un moment qu'Akira Toriyama voulait s'arrêter, et après la mort de Boo, techniquement, c'est la fin de son manga. Le démon se réincarne et portera le nom de Oob. Maintenant, il est gentil et part avec Goku pour devenir le nouveau protecteur de la Terre. Et alors que tout le monde peut finalement vivre en paix, Goku dit au revoir à sa famille, et l'esprit tranquille part vers d'autres cieux. L'anime s'arrête là, mais le manga, lui, continue un petit peu plus. Dans le tome 32 de l'édition collector, Toriyama nous offre quelques pages supplémentaires en couleur. Sangoku passe officiellement le flambeau à Oob, lui offrant le nuage magique. Il regarde son nouveau protégé partir vers l'horizon, sachant que son esprit est à ses côtés. Juste après, Toriyama nous remercie d'avoir suivi le manga pendant toutes ces années, et à la toute fin, en bas de la dernière page, on voit Vegeta qui conclut l'histoire en disant « Tu ne perds rien pour attendre, Kakarot ». Pour beaucoup de fans, c'était une manière de dire que le manga allait continuer, mais quand même, on pourrait se questionner, pourquoi est-ce que c'est Vegeta qui a le mot de la fin? Au départ, c'était le personnage que Toriyama aimait le moins. Il est prétentieux, détestable et extrêmement têtu. En interview, il aura même expliqué qu'il avait prévu de le faire mourir pour de bon face à Freezer, mais le public l'aimait tellement qu'il a été presque obligé de le garder. Et ce qui est fou, c'est que malgré tout ça, c'est le meilleur personnage de Dragon Ball. Plus on apprend à connaître Vegeta, plus on comprend d'où il vient, sa personnalité. Il est né avec une énorme pression sur les épaules, celle du prince des Saiyans, la réincarnation du super guerrier qui apparaît seulement tous les 800 ans. Être le plus fort, pour lui, ce n'est pas qu'une obsession, c'est un devoir, une évidence. À ses yeux, s'il n'est pas le meilleur, alors il ne vaut rien. Lorsqu'il perd la première fois contre Sangoku, il est humilié, brisé, il ne vit plus que pour sa vengeance, il doit se prouver qu'il peut être le numéro 1, et malgré ça, il perdra encore et encore. Et encore. Et paradoxalement, il n'a jamais autant gagné. En côtoyant Sangoku, Bulma et tous les autres, il découvre que la puissance n'est pas tout ce qui importe. Il a maintenant une femme, un fils, des amis à protéger. Et souvent, beaucoup d'histoires s'arrêtent là, mais pas Dragon Ball. Après tout, Vegeta a toujours une rancœur, une rivalité qui brûle tout au fond de son âme, qui lui fait presque plus de mal qu'elle ne lui permet d'avancer. Pendant l'arc Boo, il va même jusqu'à passer volontairement du côté obscur et à trahir Sangoku à nouveau, mais même là, ça ne suffira pas pour lui. Et c'est à la toute fin, pendant que Goku affronte une dernière fois Boo au sommet de sa puissance, que Vegeta comprend. Se battre pour protéger les autres est presque suffisant. Si on se bat par orgueil, alors on finit toujours par perdre. À ce moment-là, Vegeta met un terme à sa vengeance. Il met fin au cycle de la haine qui le consumait depuis si longtemps. Maintenant, il sait ce qu'est la vraie force. D'un méchant grotesque et détestable, Vegeta est devenu un personnage profond et touchant. Lui aussi, sa quête continue. Maintenant, sa rivalité avec Goku n'est plus menée par la haine et la vengeance, mais par le respect et l'amitié. Et c'est ça que j'aime avec Dragon Ball. Au milieu de toutes les déferlantes d'énergie, de power-up et de combats épiques, Akira Toriyama arrive à garder le sens de son histoire. Les avalanches de puissance ne sont cohérentes que lorsqu'elles veulent dire quelque chose. Si ces scènes nous marquent, c'est parce qu'elles représentent des moments forts dans le parcours et dans les valeurs des personnages. C'est ça la force de Dragon Ball, c'est ce qui fait de ce manga une œuvre universelle qui même des années plus tard nous parle, nous fait rêver et surtout nous fait grandir.